Une minute, c'est beaucoup ou pas beaucoup? C'est quoi ton plat préféré? Comment est-ce qu'on passe de l'aïkido, du Brésil, à Bruxelles, à la Belgique, en étant vidéomaker? Ta couleur préférée? Tu es plutôt thé ou café? Quel est le meilleur jour de la semaine? Tu es plutôt du matin ou du soir? C'est quoi pour toi te sentir libre? Waouh! Bonjour tout le monde et bienvenue dans Stylo, le podcast qui coécrit son histoire, épisode 6. 6 et deuxième saison. Merci pour vos encouragements, merci pour vos likes, merci pour votre soutien. Ça nous a vraiment fait plaisir au cœur, à mon cœur et au cœur de Stylo. Et je vous rappelle, Stylo, le podcast qui coécrit son histoire, c'est votre podcast. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Envoyez-nous un petit message sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn même. Et on fera un petit peu connaissance et vous viendrez ici en studio pour un nouvel épisode de Stylo, le podcast qui coécrit son histoire. Alors, vous connaissez un peu nos petites habitudes. Et pour ce faire, donc tout d'abord, je vais quand même présenter notre invité de l'épisode 6, qui est Sergio. Bonjour. Bonjour Sergio, merci d'être là. Mais grand merci à toi. Je ne te pose pas de questions. Ça va? La question qui va être posée... Ah oui, là, cette fois-ci, dans la saison 2, je respecte un petit peu ce qu'on avait la établi, tradition. Tu vois, on dit les choses, maintenant il faut les appliquer. Donc, la tradition veut que la première question de ce nouvel épisode de Stylo, le podcast, c'est la question est ici, d'accord? Et elle a été elle a été écrite par Jonas Fontaine, qui était donc l'invité de l'épisode 5. Et donc, je vais ouvrir le grimoire, comme disait Alem, qui était dans l'épisode 3, ou 2, je ne sais plus, dans l'épisode 3. Et voici donc le livre d'or. Et voici donc la question qui t'est destinée. C'est l'univers qui a décidé, c'est le monde entier qui a décidé, c'est surtout Jonas qui a décidé, mais sans te connaître. On est bien d'accord, tu ne connais pas Jonas? Non, pas voilà. que je sache. Non, voilà. non. Et Jonas ne te connaît pas non pas. Je ne crois pas. Mais maintenant, il va te connaître. Donc voici la question de Jonas pour toi, qui est assez simple, mais tellement puissante, je trouve. J'ai un peu préparé, donc j'ai déjà lu la question. Là, voici la question. C'est quoi pour toi te sentir libre? Waouh! C'est vraiment... Et c'est marrant parce que je crois que c'est la quête de ma vie, c'est de la liberté. Oui. Donc, je crois que je pourrais prendre ça avec ça. Se sentir libre, c'est d'abord se connaître le plus possible. Connaître les choses qui te sont vendues sans même que tu saches, des habitudes que tu as et tu ne sais même pas pourquoi tu as ces habitudes. Je trouve que se connaître, ça fait énormément la différence pour être libre. Donc, sans rentrer dans des détails profonds, mais je sens qu'à chaque jour, je découvre que j'ai des habitudes et même des pensées qui n'ont pas été élaborées par moi. Ce sont des choses qui viennent de la société, des choses qui nous sont implantées. Programmées, quoi. Programmées pratiquement, si tu veux. Je sais pas, c'est ce que dit souvent Bruce Lipton, qui est un scientifique américain et qui a établi ce genre de process et qui parle d'épigénétique et ainsi de suite. Voilà. Je vous invite à aller regarder, chercher un petit peu sur Internet Bruce Lipton, qui justement parle de cette programmation qui est là entre 5, 6, 7 ans. Donc voilà, très bien. Bien. Cette question est magnifique finalement. Oui, elle est superbe. Alors sachez que cette question a été écrite il y a quelques mois. Et donc, comme quoi, je pense qu'il y a un temps pour tout. Oui. Et donc cette question, et alors du coup, tu étais peut-être l'invité numéro 8 ou numéro 10, que sais-je, mais là, il se fait que tu es l'invité numéro 6. Et cette question qui pose une superbe question qui est le sentiment de liberté. C'est quoi pour toi la liberté? Elle te va parfaitement. Merci Jonas. Donc c'est ça un peu l'esprit de ce podcast, c'est ce plaisir de partager et puis d'avoir des interactions
Et donc ça, c'est assez sympa. Parfait, merci. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose par rapport à cette question? Non, c'est juste que ça a très bien tombé parce qu'effectivement, comme j'ai dit, c'est ma quête principale dans la C'est vie. la quête de ta vie, ouais. c'est incroyable. Ouais. Top. Bah, c'est parti, hein. On ouvre donc ce nouvel épisode pour découvrir qui est Sergio. C'est parti. Sergio, alors tout d'abord, merci. Ouais, merci à toi. Grand Est-ce que merci. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens? Voilà, tu peux y aller, la parole est à toi. Alors, je peux dire comment je m'appelle, Bien sûr. qui je suis. On est encore en quête. Mais je m'appelle Sergio Annunziato Pelissari. Je suis... Rien que dans le nom de famille, alors je sais, je coupe Sergio, je sais. Je vois déjà ma petite sœur qui m'envoie un message. Manu, tu coupes la parole aux invités, donc désolé. Mais on sent déjà le côté italien, machin. Mais on va découvrir. Mais voilà. Tout à fait. Tu peux continuer. Je viens de deux familles italiennes qui ont migré au Brésil aux alentours de 1870. Et c'est marrant parce que j'ai des traces de tout ça. Et surtout du côté de mon père, de la famille de mon père, les Pelissari, qui viennent du nord d'Italie. Donc, je suis né au Brésil. Les deux familles italiennes se sont installées au Brésil. Et voilà, je suis né là-bas. Et ça, c'est pour la présentation basique. Basique. Et alors, on vit comment au Brésil? Parce que je sais qu'on prépare un petit peu l'émission et on se connaît un tout petit peu. Actuellement, ta vie, c'est de vivre en Europe. Oui. Tu n'as pas forcément envie de retourner au Brésil. Pour y vivre, non. D'accord. J'aime beaucoup mon pays. J'adore j'adore les gens, le climat, la beauté. Mais je suis quelqu'un d'organisé et j'aime l'organisation. Et je trouve qu'au Brésil, on trouve peu ça. D'accord. Et sans rentrer dans des sujets politiques. Bien sûr. Voilà. Et je trouve qu'on est mal organisé là-bas. On pourrait être beaucoup mieux. D'accord. Et en fait, le fait est que la vie m'a amené ici. Donc c'est un peu un retour aux sources, quoi. C'est un peu ça, oui. Ce n'était pas un choix. Quelque chose de calculé pour venir en Europe. Le parcours est que j'ai rencontré la femme, mon épouse, et à un moment donné, il fallait décider où on allait s'établir ensemble. Exactement. Et continuer le chemin à deux. Quoi. Et donc, c'était ici. D'accord, chouette. Parlons un petit peu du Brésil. Qu'est-ce que tu as fait comme métier au Brésil avant? Ouf. Ça aussi, c'est intéressant. C'est intéressant, oui. Mon CV, il est vaste. Il est coupé en deux parce que je ne peux pas le présenter, en fait. Il y a tellement de choses que j'ai fait. Et alors, pour des raisons économiques, forcément, parce qu'au Brésil, avoir un seul métier, à moins d'avoir des hauts salaires, tu t'en sors pas, quoi. Pour ne pas faire long, avant de venir ici, je faisais 4 métiers en même temps. Donc, j'avais une école d'escalade. D'accord. Au Brésil, j'ai donné des cours d'escalade, j'ai formé des grimpeurs. Donc, tu étais entrepreneur? En rocher, oui. Okay, indépendant, ouais. Oui. J'étais professeur d'aïkido avec des copains à moi. C'était tout un parcours. On s'est gradué en aïkido et après, notre professeur a laissé le dojo entre nos mains. Ah, donc c'est une belle transmission, quoi. Oui, tout à fait. Et on a mené des années ce dojo. Et pour finir, chacun a trouvé son propre chemin. Et aujourd'hui, il y a encore des copains à moi là-bas, des amis à moi de la pratique qui mènent le dojo jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, c'était une des choses que je faisais aussi. Prof d'aïkido. Et parallèle à cette activité, moi aussi, je suis allé dans une sorte d'internat, on peut dire comme ça. Un internat, oui. Donc, c'est un lieu où on étudie, on vit. Exactement. J'ai vécu 3 ans avec la personne qui a introduit l'aïkido au Brésil, s'appelle Maître Kawai Sensei. Et il avait un programme de formation d'élèves pour que les élèves soient préparés suffisamment à ouvrir un dojo d'aïkido, être professeur d'aïkido
et expandre l'activité dans C'est le une- pays. C'est une formation de 3 ans et c'est quoi? C'est C'est une 24 heures sur formation, 24? c'est une formation. Oui, oui, en fait, on dormait là. Il y avait la maison du maître, une partie où les élèves se logeaient. Ils prenaient maximum 3 à la fois. Quand j'ai participé à ce programme, on était à 2. Mhm. Et c'était la partie inférieure de la maison, c'était la partie pour les uchideshi, qui sont les élèves. Mhm. Et la partie supérieure de la maison, c'était au maître. Et la dernière partie de la maison, c'était la clinique où il appliquait c'était un docteur en acupuncture et shiatsu japonais. Le shiatsu est japonais. Et l'acupuncture, elle est chinoise, mais la version japonaise existe aussi. Et lui était docteur oriental dans ses pratiques. Et il passait ses connaissances, La transmission, la transmission de ses savoirs. ouais, voilà, de son savoir aux élèves qui étaient intéressés et choisis, parce qu'il fallait écrire une lettre entre plusieurs autres. Une candidature, quoi. Exactement. Donc, du coup, ça veut dire que c'est une formation pour laquelle qui était payante? Postuler. Ou tu devais payer ou pas du tout? Non, D'accord. non, au contraire. D'accord. Sur des critères que je suppose sont voir comment c'était le parcours de la personne, les intérêts et tout ça. Le maître choisissait l'un ou l'autre pour faire partie d'une période d'entraînement. Et c'est comme ça que j'ai été choisi. Et j'ai fait 3 ans là-bas. Et quand je suis parti, j'étais acupuncteur et shiatsu thérapeute. Et j'avais aussi pris mon dernier degré en Aikido. Je suis ceinture noire, 3e dan. D'accord. Et avec ça, je suis retourné à Natal où j'habitais au Brésil. D'accord. Et là, j'ai pu continuer mon aventure avec l'aïkido. Mais à partir de ce moment, j'ai pu aussi ouvrir un espace pour acupuncture et shiatsu. Wow, et donc, génial. ça s'est ajouté aussi à mon CV, à mon CV d'activité. Et voilà. Donc, à l'époque, et après ça, bien sûr, le fait est que les gens se sont intéressés par le shiatsu surtout, et j'ai fini par donner des cours dans des écoles techniques en massage. Et voilà, donc Aikido, massage, acupuncture, escalade. Génial, Ouais. très bien. Et au jour d'aujourd'hui, tu es vidéomaker, on fait plus ou moins le même métier. Oui. Comment est-ce qu'on passe de l'aïkido, du Brésil, à Bruxelles, à la Belgique, en étant vidéomaker? Alors, avant d'être vidéomaker, je pense que tu as eu un poste dans les assurances. Presque 10 ans dans les assurances ici. Donc, c'est un côté très corporate, très administratif. Tout à fait, oui, tout à fait. Et donc, pendant 10 ans, tu as été... J'étais... en fait, quand je suis arrivé ici, quand mon épouse et moi, on a décidé de rester ensemble, une fois ici, il fallait que je trouve quelque chose à faire pour financièrement. Je présume que tes diplômes ne sont pas équivalents, donc du coup, ça a été compliqué pour ça. Effectivement, je suis arrivé dans une époque où la reconnaissance pour les gens qui voulaient pratiquer de l'acupuncture ici était ouverte qu'aux médecins et aux infirmiers. Je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Je crois que c'était A1, quelque chose comme ça. Et je n'avais pas de diplôme dans le domaine médical, mais le diplôme d'acupuncteur par une école officielle au Brésil qui était valable et tout ça. Mais ça n'a pas été pris en compte. Et malheureusement, je n'ai pas pu, ou heureusement, je ne sais pas, pas pu commencer cette activité ici. J'ai même essayé avec le shiatsu, mais la situation m'a tellement dégoûté que je me suis dit non, je vais faire quelque chose d'autre. C'est pas mal ce que tu dis là, parce que parfois, effectivement, quand il y a une situation qui est compliquée et qu'on n'aime pas, peut-être que la meilleure des façons, c'est de ne pas trop forcer. Exact. Et puis, il y a peut-être un chemin qui s'arrête là et puis un autre Exactement. qui s'ouvre. Quoi. Après, se battre trop et on voit que c'est comme si c'était des rails détruits. Oui, et puis ça use aussi. Hein. Ça use beaucoup. Ça use aussi. Ouais. Et donc après, tu as bossé 10 ans. Après 10 ans, tu en avais marre, je pense. Wow. C'est quoi, tu devais manager des équipes, tout ça en anglais? Non, j'ai commencé, en fait, c'était une histoire assez dingue parce que... on aime les histoires dingues. Oui, je ne voulais pas, on ne voulait pas, mon épouse et moi, on ne voulait pas se marier.
D'accord. C'était tout au début. On voulait avoir l'opportunité de se connaître, de voir effectivement. C'est très bien, parce que d'habitude, c'est l'inverse. On se connaît un petit peu, on se marie, puis on se connaît durant tout le mariage. Exactement. Ouais, c'est ça. Du coup, mais le fait est que on avait postulé, je ne sais pas si je peux dire postulé, mais on a fait un dossier Constituer un dossier. Constituer un dossier de cohabitation légale. D'accord. Pour Très pouvoir être ensemble, pouvoir voir si la vie, où est-ce qu'elle allait nous amener et tout ça. Et après, un jour, j'ai reçu sur la porte de l'appartement une petite carte comme ça de la commune, en m'invitant à me présenter à la commune avec tous mes papiers. Je me rappelle, à l'époque, c'était une carte orange. D'accord. Le dossier avait déjà été introduit. D'accord. Et tout était correct, bien fait, tout ça. Et j'arrive à la commune, la personne me demande la carte orange, elle prend, elle me regarde dans les yeux, elle la déchire en deux comme ça. Et après, elle me file un papier, elle dit « Vous avez 30 jours pour régulariser votre situation, sinon vous êtes invité à retourner chez vous. » À quitter le territoire. Quitter le territoire. Oh, le choc, quoi. Et j'ai dit « Mince. » Waouh, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, la première chose que j'ai faite, c'était d'appeler mon épouse. Ta compagne, ouais, c'est ça, son épouse, ouais. Et j'ai dit voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir, hein, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on est allé chez un avocat et il nous a carrément dit, écoutez, la loi a changé. Malheureusement, elle était rétroactive, c'est-à-dire qu'elle a pris tous les dossiers qui n'avaient pas été jugés, même s'ils avaient été introduits dans le délai, encore sous la dernière loi. Ouais. Mais quand ils ont été jugés, la loi avait déjà passé, ils ont pris votre dossier sous la nouvelle décision et du coup, malheureusement, il n'y a rien que vous puissiez faire par rapport à ça. Si vous voulez stopper tout ennui, il faut que vous vous mariez. Et c'est comme ça qu'on a fait. Wow. Donc, on a dû se marier contre notre volonté propre. Parce que voilà. Moi, je pars aussi du principe que, et je dis souvent à des amis ou des gens autour de moi, pour être bien avec quelqu'un, j'ai pas forcément besoin ni de la loi des hommes, ni de la loi de Dieu pour être avec quelqu'un. Exact, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu particulier, mais voilà. C'est un choix d'être dans la liberté. Exactement. Et de ne rentrer dans aucun dogme. Exactement. Et puis voilà. Heureusement, ça va. On a un enfant de 8 ans. Donc c'est super. Et tout va bien. On est encore ensemble. C'est chouette. Et bien sûr, pour ceux qui sont mariés, sachez que le divorce est toujours possible et ça fait travailler des avocats. Voilà. La liberté est très importante. Oui, la liberté est très importante. Et chérie, on va se marier. Voilà, petit message perso. Voilà. Très bien, chouette. Merci. Et alors, du coup, je sais que tu as eu une période de 10 ans où tu as travaillé. Donc voilà, j'ai trouvé un travail. Ouais. Quand j'étais invité à quitter le territoire, j'avais le même jour, je suis allé déposer, envoyer par email. La demande au mariage. Non, l'acte de mariage. Non, c'était le document signé pour commencer à travailler. Comme Office pour les assurances et traitement d'assurance. Et du coup, j'ai dû annoncer que à ton employeur, j'ai eu un problème. Et donc, ils ont dit, OK. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous pouvez me donner du temps? Il dit, écoutez, on a besoin d'une personne maintenant, mais gardons contact. Et cette histoire nous a pris... bien sûr, j'avais 30 jours pour régler ça. On a réglé ça dans les 30 jours. Ouais. Mais quand j'ai repris contact avec l'entreprise, ils ont dit, malheureusement, le poste n'est plus disponible. On a un poste comment on dit ça? Dans l'administration. OK. Il n'est pas si bien payé comme l'autre poste. Est-ce que ça vous va? Je dis oui, ça me va. C'est ça, entre repartir et oui. Et donc, s'il faut, je vais même en cuisine laver les assiettes, c'est OK. Voilà, pour faire court, j'ai pris le job. Ouais. Et je suis passé par là où je devais commencer en premier lieu. Et je suis allé jusqu'au dernier poste possible dans le bureau ici à Bruxelles. Et après cela, j'ai vu que je ne pouvais plus aller nulle part. D'accord. Et ça commençait à m'ennuyer très fort de ne pas pouvoir
comment dire, à grandir. On en vient presque à la première question, c'est ce sentiment de liberté. Exactement. Donc tu te sentais coincé. Coincé complètement. Et je pense que tu avais quoi, une quarantaine d'années? Oui. Parce qu'à un moment donné, comment est-ce qu'on va chercher le courage d'abandonner un travail à plein temps où tu gagnais bien ta vie, à partir sur une formation de 3 ans en alternance, où si tu n'as pas de stage, tu n'as pas de sous. Où est-ce qu'on va chercher ce courage-là? Parce qu'à un moment donné, tu décides de basculer, de dire, OK, je m'ennuie. C'est soit si je reste ici, je meurs, mais j'ai envie de vivre, de continuer à profiter, y aller chercher cette quête de la liberté. Et là, tu décides d'aller dans la vidéo, dans la photo, c'est ça? Oui. Elle vient d'où cette énergie pour se dire, OK, bon, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai un ménage, j'ai une quarantaine d'années, 43, 42, je sais pas. Waouh, mais quelle force il faut, tu vois, avec tout le stress qu'on peut avoir avec nos sociétés à l'heure actuelle. C'était quoi ton déclic? Ça peut paraître... comment est-ce que je peux expliquer ça? Mais je crois que c'est un mix entre le parcours de ma propre vie, de nombreuses choses que j'ai faites, de nombreux déménagements que j'ai faits dans la vie aussi, mais d'écouter ce qui se passe dans toi. Inside? Voilà. L'instinct? Moi, je sentais une pression qui ne se atténuait plus. Au niveau du cœur, quoi. Oui, ça veut dire si je continue. À chaque fois que j'ai pensé de continuer dans l'entreprise, de rester là juste parce que c'était garanti. Safe. Voilà, j'avais l'impression que j'allais être tué par cette sensation et par le fait de continuer comme ça. Donc, je me suis dit non, j'ai encore de la force en moi. Je pense de façon claire. J'ai beaucoup d'envie d'apprendre et de continuer parce que pour moi, ça ne s'arrête jamais jusqu'au dernier moment, seconde que tu respires sur cette terre. Tu es en train d'apprendre. Et tout simplement, c'était ça ou ça. Changer ou changer pour moi. D'accord. Donc avant de partir de l'entreprise, je me suis déjà rendu compte que ça n'allait pas plus pour moi et que je ne pouvais plus, que ce n'était pas mon chemin de continuer comme ça. Ouais. Comme on dit souvent, il vaut mieux un petit peu reculer pour donc c'est là, mieux sauter. Quoi. Exactement. C'est là où j'ai commencé à chercher quelque chose d'autre. Et l'idée d'être réalisateur audiovisuel n'avait jamais passé par ma tête, même avant, parce que dès la vidéo, j'étais en train de chercher mes archives. Et j'ai commencé à bouger avec les caméras en 2005. À bouger, donc à utiliser les caméras? À utiliser les caméras pour filmer bêtement nos sorties en escalade. Des moments familiaux. Voilà. Même pas. D'accord, des activités. Des activités sportives, j'aimais beaucoup ça. Donc tu as retrouvé des rushs, j'ai retrouvé et j'ai retrouvé après en 2010 des choses carrément montées en utilisant des logiciels de montage, des petits films que j'avais faits avec des intros et des titres et de la musique et tout ça. D'accord. Mais ça n'est jamais passé par ma tête de faire ça professionnellement. Et d'en faire un métier, quoi. Voilà, j'ai aimé ça parce que j'aimais le fait d'enregistrer les chouettes moments, surtout dans le sport. Et je me suis dit, tiens, je vais garder ça. Un jour, je vais regarder ça et je vais rigoler, quoi. C'était vraiment un hobby avec la petite Sony DSC. En fait, elle faisait des photos, mais elle faisait de 720 aussi. Ouais, d'accord. Donc juste au-dessus de la SD. Quoi. Exactement. Avant la HD, ouais. Et là, en cherchant ici, voilà, il faut que je trouve une sortie ici, après toutes ces années de travail dans l'assurance. J'ai dit, tiens, ça me plaît beaucoup. Je vais quand même chercher. Si je trouve, c'est parce que le chemin est par là. Ouais, no stress. Exactement. Hop, on s'ouvre. Exactement. Les opportunités sont là. Il faut juste, un peu comme une boussole. Exactement. Se dire, OK, où est-ce qu'il est mon or? Voilà. Ah, voici mon or. Et ben, c'est ça qui s'est passé. J'ai trouvé l'école. C'était possible pour entamer des cours en travaillant sans quitter le travail. C'est-à-dire que financièrement, c'était possible encore. Ah, donc ça veut dire qu'il y a eu un moment où tu allais à l'école et tu bossais, quoi. Ah oui, je faisais les deux. Ah, les deux, ouais. D'accord. Donc tu avais pris congé une fois par semaine pour pouvoir aller à l'école, quoi. L'école, c'était une fois par semaine, toute une journée.
Et donc, j'ai pris un 4/5e au travail. Waouh. Et c'était tout à fait possible. Donc voilà, comme quoi, les amis, tout est toujours possible, hein. Donc on sait très bien qu'il y a des formations le soir, mais voilà. Mais quand vous sentez effectivement à l'intérieur, quand ça ne va pas, en fait, il y a un moment donné, il faut revenir au basique, quoi, Ouais. et revenir à son instinct et faire un court-circuit de notre mental ou que sais-je, ou de notre ego et être bien à l'intérieur. Chouette. Ben voilà, Sergio. On arrive à la fin de cet épisode. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé. Et donc, il y a encore un dernier instant qui est celui-ci. Pam, pam, pam. Dernier petit instant qui est là. Et alors, du coup, il y a une petite nouveauté. Tu verras, tu vas découvrir. Donc, voici donc le stylo de stylo. Tu vas pouvoir signer l'entretien ici dans l'agenda et bien sûr poser ta question à l'invité suivant pour le 7e épisode. Attends-moi. Attends, Sergio. Alors, du coup, il y a une petite nouveauté. Donc, c'est quelque chose que j'avais que j'avais dit que j'allais faire. Et donc, je pense que avant des actes, il y a la pensée et puis il y a la parole. Et donc, voici l'acte en lui-même. Ici, tu as bien, on va découvrir. Hop, peut-être en caméra serrée là, comme ça. Je sais pas si on voit. Voilà, on va découvrir. Donc, voilà, tac. Le stylo de stylo avec 2 stylos. Donc, ça, c'est le stylo avec lequel tu vas poser la question. Ok. Donc c'est là, les invités le connaissent et vous qui nous suivez, vous le connaissez. Et ça, c'est le cadeau, parce que j'ai dit que j'allais offrir un cadeau, un stylo à l'invité. Donc chaque invité repart avec son stylo. Le voici, donc ça c'est cadeau pour toi. Ben, grand merci. Donc voilà, c'est ainsi que tu vas pouvoir coécrire l'histoire avec Stylo le podcast. J'ai la petite boîte qui est ici, donc tu vas pouvoir le ranger tranquillement. Magnifique. Et donc voilà. Mais en attendant, voici donc le stylo de Stylo et le grimoire de Stylo, le podcast qui coécrit son histoire. Et donc je t'invite, pour pouvoir clôturer cet entretien, à signer dans le livre d'or et à écrire donc la question qui sera destinée à l'invité de l'épisode 7. Ça se fait en live ou en clôture d'abord? Ça se fait en live. En tout cas, ta signature, tu peux le faire déjà maintenant. Donc voilà, donc tu peux signer le livre d'or et après, je te laisse le temps, bien entendu, en coulisses, de pouvoir écrire la question pour le prochain invité. Okay. Voilà, les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt dans Stylo, le podcast qui coécrit son histoire. Ciao, ciao, bye.